Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Nous sommes à Québec, au Québec. Bienvenue à cet épisode 107, j'allais dire 207, les nerfs, Jean-François. Saison 5, épisode très libre aujourd'hui. Ce sera un épisode de type actualité, banc d'essai, chronique. Alors, encore une fois, là, j'ai pris la décision de me laisser la place à mes collaborateurs et collaboratrices pour faire le boulot à ma place. Ce sont mes épisodes préférés. J'aime bien prendre le temps là, de les écouter, voir un petit peu où ils en sont dans leurs aventures intellectuelles en intelligence artificielle. Écoutez, j'écoutais récemment les archives pour mes épisodes bilan. C'est beaucoup de travail, mais en même temps, c'est intéressant de voir tout le chemin qu'on a parcouru. Évidemment, de mon côté, c'est encore plus évident. Je pense que j'ai beaucoup appris à travers ce podcast. Il y a des bouts où on voit qu'on se répète aussi. Ça, c'est drôle. On répète souvent des anecdotes, des histoires sans trop s'en rendre compte. Puis des fois, je dis, au lieu de dire AI, je dis EI. Donc ça, je sais pas pourquoi ça sort comme ça. Mais j'aime bien réécouter ces bons vieux épisodes, voir comment notre langage déjà, comment il a changé depuis les tout débuts, comment notre discussion en sociologie, éthique, informatique, tout ça, ça nous a transformés. Puis on s'améliore. C'est pas parfait encore, là, mais ça progresse. Puis voilà. Donc aujourd'hui, je suis accompagné. Ils sont trois aujourd'hui pour poursuivre notre belle discussion interdisciplinaire. Le premier, Frédéric Plamondon est là. Comment ça va, Fred? Salut, ça va bien? Yes, très bien. La deuxième, Shirley Plumerand est là. Comment ça va, Shirley? Salut, ça va très bien et toi? Très bien, merci. Et le troisième, vous l'avez déjà entendu, sa deuxième apparition ici au podcast. Benjamin Leblanc est là. Comment ça va, Benjamin? Hey, merci Jean-François, ça va bien et toi? Yes. Benjamin, c'est ta deuxième apparition. Il y en a qui te connaissent pas encore. Tiens, tu t'es présenté une fois. Si tu avais à te représenter, est-ce que tu dirais la même chose? Qu'est-ce que tu me dis? Je dirais que j'ai fait un bac en actuariat ici à l'Université Laval. Puis ensuite, j'ai transféré à la maîtrise vers le domaine de l'informatique. Puis là, j'ai poursuivi dans cette veine-là. Je suis à la 4e année au doctorat en informatique ici à Laval. 4e année au doctorat en éthique. On lâche pas. En informatique. En informatique. Qu'est-ce que j'ai dit? Éthique. Éthique, non. Ça c'est mes marottes à moi. Comment tu t'es trouvé là-dedans? Raconte-nous. Informatique, t'es tombé à quel âge là-dedans, là? Ça a commencé au secondaire. C'est la période de notre vie où on se demande, au cégep, où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre vie? Puis là, tout le monde autour de moi me disait, t'es bon en maths, puis t'aimes beaucoup les maths, fait que va en actuariat. C'était comme ça tout le temps ce que les gens disaient. Donc, j'ai fini en actuariat, mais j'ai réalisé que au niveau du développement des modèles et tout, je préférais vraiment avoir un pas de recul. Puis ça, c'est au niveau du développement informatique qu'on fait ça finalement. Donc, c'est vers ça que j'ai voulu aller, puis j'adore ça parce que ça concilie l'aspect analyse des algorithmes, donc analyse statistique, probabiliste, mathématique, puis également la conception d'algorithmes, la programmation et tout. Donc, je trouve que c'est un parfait compromis là entre les deux mondes. C'est comme ça qu'on arrive dans ces domaines-là. Il y a quelqu'un quelque part qui nous dit « T'es bon là-dedans, tu pourrais peut-être aller dans cette direction-là. » Puis on prend cette direction-là, puis c'est pas toujours la bonne. Puis finalement, tourne à gauche, tourne à droite, puis finalement, on se retrouve là où nous sommes. Merci et re-bienvenue, Benjamin. Avant de sauter dans dans nos thèmes du jour, annonce spéciale, vous le savez déjà si vous avez écouté notre dernier épisode, mais sinon, je me permets de le répéter ici. Écoutez, grosse nouvelle dans le monde très étendu et prestigieux du podcast de l'intelligence artificielle en français. C'est assez niché quand même. Le podcast IA Café va être enregistré devant public. On va faire ça au rendez-vous numérique de Québec.
c'est la semaine prochaine. Ça s'en vient. Donc, jeudi 10 avril 2025, on vous a réservé un beau programme. On va vous présenter nos prix Lovelace et IARC, mais pour une première fois devant le public, on va célébrer le meilleur et le pire de l'intelligence artificielle de la dernière année. On va faire ça. J'ai bien hâte de faire ça. En attendant qu'un congrès là, d'intelligence artificielle en France nous invite, Shirley. Là. En attendant, on va se concentrer. Ok, je suis sur le coup. En attendant, là, on va roder notre show à Québec. Puis éventuellement, on ira rencontrer notre auditoire. Encore une fois, c'est 70% de notre auditoire qui est en France. Je me permets de vous saluer là où vous êtes. Mais pour l'instant, ce sera pour nous au terminal de croisière dans le Vieux-Québec. C'est super bel endroit. Si jamais vous passez dans le coin, c'est magnifique. Le programme des rendez-vous j'allais dire rendez-vous du cinéma, mon garçon travaille à ces rendez-vous. C'est pas ça. Rendez-vous numérique, une superbe belle édition cette année. Vous irez voir le programme. Ça, c'est sur 3 journées, mais il y a 2 journées là, pratiquement pleines sur l'intelligence artificielle. Bien hâte d'aller là-bas, puis de prendre une bière avec mes collègues sur place après cet enregistrement. Il y a Véronique, Sylvain et Fred qui seront des nôtres. Bien évidemment, là, j'ai invité mes vieux de la vieille. Désolé Benjamin, là, j'étais allé en ordre d'ancienneté. Puis en ordre de géographie aussi, là, c'est-à-dire qu'il y en a qui étaient un peu trop loin de la ville de Québec. Es-tu nerveux, Fred? Pas en tout. Non, hein, c'est juste moi qui est nerveux. Hein. Oui, on te sent stressé, Jean-François. Ouais. Ben, c'est ça. Vous autres, c'est pas compliqué. Là. Vous allez arriver là-bas, parler dans les micros, mais moi, c'est toujours moi qui gère tout le reste. Fait que c'est ça. Là. En ce moment, je gère la présentation, les invitations, le pacing, tout ça. S'assurer que la technique soit là, le temps qu'à se déplacer. C'est toujours ça le défi, là, un enregistrement devant le public. J'ai hâte de voir la qualité du son qu'on va avoir. Mais voilà, je m'en occupe. Je suis pas stressé du tout dans tous les cas, c'est de ta faute. Là. C'est toi qui fais tout le travail. Il n'y a pas de souci. Là. C'est ça. C'est ça l'affaire. Ben voilà. On se verra là-bas, bien hâte d'y aller. Écoutez, sautons dans les thèmes qu'on a choisis aujourd'hui. Je le disais, actualité, banc d'essai. Vos analyses du moment, vos réflexions, c'est vous qui en décidez. On va commencer par Benjamin, dans quelle direction tu nous amènes cette semaine? J'aimerais parler de la présence de l'intelligence artificielle dans la santé, mais dans notre vie de tous les jours. Tu sais, pas nécessairement à l'hôpital, en chirurgie, etc., mais vraiment dans notre day-to-day, au quotidien. OK. Ben vas-y, lance-toi. Pourquoi tu es allé dans cette direction-là? Tout ça est parti du constat ou de l'observation, comme je suis probablement pas le seul qui l'a fait, de l'omniprésence des montres de type Fitbit ou, tu sais, tous ces genres de gadgets qui servent à monitorer ou prendre en note le nombre de pas qu'on fait, j'aime ça, moi, toute l'activité, l'activité cardiaque, notre temps de sommeil, etc. Je regarde mes stats à chaque jour, là, mes stats de déplacement. Je joue au soccer, puis là, je regarde à la fin du match. Bon, j'ai-tu assez couru ou effectivement, j'ai pas couru pantoute comme d'habitude? Est-ce que vous êtes comme moi, genre, si vous arrivez à, je sais pas, 5,83, vous courez en rond pendant 170 mètres pour avoir le... Bien sûr. Ah ouais. C'est ça. Ben oui, ça prend de la place dans notre vie, Benjamin. Ben, c'est ça. Puis, c'est pas uniquement centralisé chez une seule application. Donc là, on parle de Apple Santé, donc Apple qui a sa propre application pour ce genre de trucs-là, Google Fit, Samsung Health, Fitbit, etc. Puis tout ça, ça peut servir à mesurer un paquet de métriques. Donc on parle de la qualité du sommeil, le nombre d'heures qu'on passe dans les différentes phases du sommeil, tout ça. Le nombre de temps qu'on passe à faire de l'activité physique, donc là, les zones d'intensité qu'on va chercher pendant notre activité physique, etc. L'alimentation, c'est rendu que, pas nécessairement dans les montres, mais il y a des applications sur téléphone mobile qui permettent de prendre des photos de notre assiette,
puis qui vont dire, dans l'assiette, il y a environ combien de calories. Ben, voyons donc. Ah ouais. Oh ouais, on peut absolument tout mesurer. Puis c'est rendu que les montres peuvent mesurer, dans certains cas, la quantité d'oxygène dans le sang, le taux de glycémie, faire des ECG, c'est-à-dire des électrocardiogrammes, donc mesurer l'activité électrique du cœur là, pendant un certain laps de temps, la pression artérielle, le stress, etc. Donc, en voulez-vous des métriques puis des chiffres, vous en avez pour votre argent. Mais là, avec tout ça, avec cette omniprésence de données-là, ben, ça amène quelques questions, quelques questionnements. Ben, entre autres, c'est mes données à moi, c'est personnel, ça dit exactement ben, qui je suis physiologiquement, puis ça se retrouve sur un serveur d'Apple à quelque part. Là. Ouais, ben nécessairement, j'imagine que eux cherchent à collecter les données de plusieurs personnes pour centraliser tout ça, puis probablement entraîner des modèles d'intelligence artificielle pour faire de la recommandation, donc dire, OK, cette nuit, idéalement, il faudrait se coucher à telle heure, il faudrait essayer de viser, je sais pas, 9 heures de sommeil, par exemple. Mais bref, justement, c'est dans cette veine-là que ça m'amène un peu plus de questionnements parce que la collecte de données, c'est bien beau, mais c'est quand on cherche à d'essayer tout ça dans son quotidien pour monitorer ses activités, pour essayer de finalement contrôler ses activités puis d'avoir un genre de mode de vie idéal ou parfait, entre guillemets. Donc, je veux simplement rappeler dans ce genre de contexte-là que les montres vont pas tout mesurer. OK, le corps humain, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Une réaction amène une autre réaction, qui amène une autre réaction. Tous les facteurs, tous les taux de glycémie, les vitamines, etc., tout ça, ça entre en relation. On peut pas simplement mesurer une chose, ben non. la prendre de façon indépendante, puis ignorer les relations que ça a avec toutes les autres composantes du corps. Donc, faut faire attention avec ce genre d'analyse-là. Ben oui. Puis, j'aimerais ça aussi rappeler que on cherche beaucoup à assigner une valeur numérique à plusieurs choses. Donc, par exemple, quantifier le stress. Mettre une valeur numérique sur à quel point j'ai été stressé aujourd'hui. Ça, c'est un exercice qui est extrêmement difficile. Oui, il y a des molécules dans le corps qui peuvent mesurer ça, etc. Mais il faut se rappeler que quand on parle de montres pour mesurer le stress ou des appareils intelligents, ça a ses limitations, ça coupe les coins ronds, puis il faut tout le temps en prendre puis en laisser, finalement. Ben oui. Ben oui, parce que ça donne un portrait qui est un peu réducteur. Là, on part de quelques données numériques, puis on fait un constat sur notre santé physique, notre niveau de stress, notre bonheur, éventuellement. Ben c'est ça. Puis, on oublie souvent que nos données, comme tu l'as mentionné, Jean-François, sont propres à nous. C'est un portrait personnel. Puis souvent, dans une optique de comparaison, dans une optique de « OK, je me situe où par rapport à la moyenne, etc. » On cherche à se comparer aux autres, mais il faut se rappeler que notre corps, il fonctionne probablement différemment de celui du voisin. On n'a pas les mêmes besoins caloriques, on n'a peut-être pas les mêmes besoins de sommeil, etc. Donc, simplement amener un espèce de doute, finalement. Oui, ben merci Benjamin de ce tour de nos petits appareils qui nous parlent de nous à apprécier et à explorer avec mesure et prudence, puis interpréter les signes qu'on nous donne, les constats avec le même genre de prudence. Je me tournerai vers Fred. Fred, premier thème, qu'est-ce qui a attiré ton... J'ai des doutes, là, mais qu'est-ce qui a attiré ton attention cette semaine? En fait, moi, tu sais, je suis en management. Fait que ce qui m'intéresse, c'est les rapports entre l'idéologie ou les philosophies, si on veut, de gestion, puis les décisions dans les organisations, dans le but, évidemment, d'amener ou d'améliorer la performance organisationnelle dans une ou l'autre de ces dimensions. Dans ce contexte-là, je peux pas faire autrement que de m'intéresser aux dimensions idéologiques puis philosophiques qui justifient les décisions. L'idée, c'est de comprendre comment les gens prennent des décisions, à partir de quel ensemble de valeurs, à partir de quel système de croyances, puis à quelle fin. Quand quelqu'un décide de créer un système, comme par exemple une application pour une montre intelligente, par exemple, là, dans le moment, j'ai Coros, mais j'ai testé Suunto, puis j'ai testé Garmin, puis ils fonctionnent. Ils ont des biais, tu sais. Coros a tendance à être un petit peu plus juste sur le dénivelé. Garmin est un petit peu plus, je dirais, enthousiaste. C'est vrai que tu mesures en vélo puis en...
Ben, tu sais, derrière ça, faut jamais perdre de vue que il y a des gens qui ont d'abord déterminé un problème, qui ont ensuite identifié une solution, puis les étapes pour se rendre à la solution. Puis tant qu'on comprend pas comment ils ont réfléchi le problème, qu'est-ce qu'ils voulaient faire exactement, on peut pas vraiment comprendre ou sonder en profondeur de quoi le système est fait. Ce qui fait que moi, j'applique ça aux organisations aussi. Puis dans ce cas-là, ce qui m'intéresse, ben, c'est évidemment ce qui se passe aux États-Unis. Parce que si ça ne retient pas votre attention, ben... qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Ben, d'abord, il y a un élément qui est particulièrement étonnant de mon point de vue, puis c'est l'espèce de rapprochement entre la Big Tech de la Silicon Valley d'un côté, puis le mouvement MAGA de l'autre. Ils ont des intérêts qui sont vraiment divergents. En fait, le mouvement MAGA est un mouvement qui est populiste, nationaliste, qui cherche un repli, qui veut avoir il veut voir tomber l'État à toute fin pratique, ou en tout cas que ce soit un État vraiment minimal, puis qui souhaite voir advenir des valeurs qui sont plus fondamentalement américaines, traditionnellement américaines, notamment en ce qui concerne la famille, qui est vue souvent comme étant l'unité, la famille hétérosexuelle, l'unité centrale là, de la société américaine sur laquelle il faut gager le plus possible. Puis la Big Tech, eux, leur façon de concevoir tout ça? La Big Tech aussi imagine un État qui est vraiment minimal, mais pas qui est nécessairement replié sur soi-même, sur lui-même. Parce qu'ils ont besoin, pour être capable d'investir dans le développement technologique, ils ont besoin d'avoir accès à des compétences, puis leur marché d'emploi, si on veut, il est global. Ce qui fait que sur le marché de l'emploi sur lequel ils vont chercher ces compétences-là, ils sont en compétition les uns avec les autres, mais aussi avec des compagnies internationales, notamment la Big Tech, les Big Tech asiatiques, par exemple, comme Tencent, puis Ben-Poupé, etc., ces choses-là. Fait que d'un côté, la Silicon Valley, quand ils produisent du matériel physique, parce qu'évidemment, on parle de nuages, mais le nuage n'existe pas, là, c'est juste un beau mot pour décrire des systèmes. Une ferme de serveurs. Un modèle d'affaires qui, lui, repose sur une infrastructure absolument pharaonique là, de fils, puis de machines, puis de choses comme ça. Mais pour être capable de faire leur modèle d'intelligence artificielle, hein, comme Elon Musk, quand il veut faire un Grok numéro 3, il y a besoin de puces. Pour produire des puces, ça prend une chaîne de valeur qui est extrêmement complexe puis qui n'est pas aux États-Unis. Elle est distribuée partout sur la planète. Ça fait qu'on comprend... À ce moment-là, pourquoi que ces géants de la Big Tech-là s'associent? Parce qu'on les voit sur les... En tout cas, à l'élection de Donald Trump, il y a une belle photo, là, on les voit c'est la question tous en rang derrière Trump. Là, exact. Au sens propre et figuré. Là. Ben c'était surtout un espèce de serment d'allégeance, je trouve. Enfin, cette photo, elle représentait il était derrière la soumission Trump, suprême. Au sens propre et figuré. Je sais pas. Après, Fred, t'en as forcément une idée un peu plus construite. Moi, je vois pas exactement la soumission, mais surtout beaucoup d'opportunisme, là. Oui. Tu sais, au sens où ils comprennent très bien que le président Trump, il va concentrer vraiment beaucoup d'influence qui pourrait avoir de l'impact sur leurs affaires. Ce qui montre, en fait, c'est le pire du capitalisme numérique, là. C'est-à-dire qu'on est prêt à tout pour que les affaires, puis la productivité, puis l'ordre concurrentiel se maintiennent. Mais avec Trump, il y avait un risque. Puis ce qui m'étonne le plus, c'est pourquoi est-ce qu'il s'associe jusque-là. Ben, il y a un mouvement un mouvement, en fait, qui est une philosophie, je dirais, financière, qui émerge d'une firme de capital de risque qui s'appelle Andreessen Horowitz, A16Z, pour son petit surnom, si on veut, puis qui est dans la foulée, en fait, des écrits d'un de ses fondateurs qui s'appelle Marc Andreessen, qu'on connaît pour avoir écrit le manifeste du techno-optimisme en 2023. Ainsi qu'un billet de blog qui s'appelle It's Time to Build, qui a rédigé en 2022, dans lequel il fait la promotion d'une philosophie d'investissement qu'il appelle le dynamisme américain. Puis en gros, le dynamisme américain... Es-tu ironique comme toi quand il parle de dynamisme américain? Ou... Ah non, ces gens-là sont très, très sérieux. En fait, les firmes de capital de risque, pour être capables de susciter de l'intérêt, ils deviennent des leaders d'opinion. Ils font du marketing, on appelle ça des sell-side stories. Ils expliquent en gros pourquoi est-ce qu'on devrait investir dans leurs fonds d'investissement puis dans les compagnies qui veulent soutenir, pour plein de raisons différentes. Ben, dans le cas du dynamisme américain, ce que Marc Andreessen dit, en gros, c'est que avec le temps, depuis l'avènement d'Internet, les grands de la Silicon Valley, les entrepreneurs numériques se sont surtout tournés vers le marché de consommation, puis ça les a rendus paresseux, puis que ça les a rendus aussi, si on veut, mous sur le plan de l'éthique. Autrement dit, ils ont oublié qu'ils travaillaient d'abord pour la nation américaine, puis après
pour le capitalisme. Puis ça l'a fait juste des bêtes opportunistes qui innovent de moins en moins, en fait, parce que tout ce qu'ils veulent faire, c'est plaire au public américain ou à leurs consommateurs, consommatrices. Puis ce que Marc Andreessen suggère, c'est au contraire fédérer les forces vives de l'innovation technologique autour de cette idée-là du dynamisme américain en faisant une chose qui est très particulière. Vous allez voir le lien, je pense, tout de suite. Cette chose-là, c'est d'investir les marchés publics puis d'investir l'administration publique de l'État américain. Ouais, en remplaçant ou en se substituant exact au service public. Puis, évidemment, Elon Musk est devenu récemment, avec son Doge, l'espèce de porte-étendard de ce projet-là. Fait que dans cette idée-là du dynamisme américain, il y a des valeurs. Premièrement, le nationalisme. Il faut défendre la nation américaine, puis il faut que les géants de la tech s'investissent dans la construction de l'État américain à venir. Ensuite, deuxièmement, la méritocratie. La seule chose qui est valable dans ce contexte-là, c'est vraiment d'être capable de prendre une prise de risque majeure dans le but toujours de vaincre les écueils qui se présentent à nous pour en tirer un maximum de rendement, un maximum de profit. Ça, cette prise de risque-là, puis c'est l'espèce de culture dont on va commettre des erreurs pour mieux rebâtir après, mais on va le faire très, très rapidement. C'est vraiment dans le code génétique, si on veut, de ce mouvement-là. Puis ensuite de ça, il faut non seulement investir l'administration publique, mais il faut aussi investir l'armée, parce que la nation va être forte seulement si son administration publique est solide, puis si son armée est technologiquement avancée. Ce qui fait que dans ce mouvement-là, dynamisme américain, les idées qui sont là qui traînent là depuis 2022-2023, c'est d'abord, les États-Unis sont en guerre contre la planète entière, mais surtout contre la Chine. On a profité des États-Unis depuis des années, on profite des États-Unis, il faut que ça change. Puis, tu résumes très bien ce que j'entends tous les jours. Là. Puis il y a une tranquillement pas vite, on est devenu paresseux, puis il y a une espèce de paresse morale, une acrasie, là, c'est une anomie éthique. En tout cas, l'éthique, le patriotisme américain s'est affaibli, puis il faut absolument corriger ça en intervenant sur certains comportements, notamment les comportements qui vont à l'encontre, si on veut, de la nation en termes de natalité, en termes de famille, en termes de aussi... Le retour aux valeurs très conservatrices. Là. Assez conservatrice, mais avec une ouverture sur le monde technologique, si on veut. Avec un appétit pour l'innovation technologique poussé dans son extrême, ce que des auteurs comme, par exemple, David Columbia parle dans son livre qui s'appelle « Le cyberlibertarianisme », puis aussi des sociologues des sciences comme Langdon Winner parlait dans son livre « La baleine et le réacteur ». En fait, il y a un petit bout de temps, dans lequel il mentionne ces idées-là, entre autres ce mouvement cyberlibertarien-là. Mais dans le cas du dynamisme américain, c'est vraiment une philosophie de réindustrialisation par les technologies numériques, puis qui s'investit dans toutes les sphères de la vie, ça veut dire dans les travaux publics, dans les ministère de la Santé, etc., etc. Puis le but, c'est évidemment pour que ça advienne, il faut d'abord affaiblir le professionnalisme, si on veut, l'éthique professionnelle des gens qui travaillent dans le service public, parce qu'eux autres, évidemment, c'est des soldats, si on veut, de l'Ancien Régime. Eux autres, ils vont essayer de maintenir les structures, etc. Puis il faut les affaiblir, faut investir cette culture-là, puis il faut la désarticuler. Il faut sabrer cette culture-là. Affaiblir, puis ça vaut aussi pour les universités. Parce que les universités, surtout dans les départements critiques, sociologie, sciences humaines, sciences sociales, surtout littérature, ce genre de choses-là, qui ont tendance à critiquer les dynamiques de pouvoir, vont résister à ça un petit peu plus que, par exemple, ce qu'on va retrouver du côté de la science et des technologies. Ce qui fait que le dynamisme américain, c'est, si on veut, la philosophie entrepreneuriale qui fait en sorte que dans le moment, probablement, on est capable on constate que les géants de la tech se rallient au projet, en fait, sont capables de s'allier avec le projet MAGA pour modifier puis changer le régime, si on veut, des États-Unis, le régime américain, là, leur façon de faire du commerce puis leur façon de penser la politique aussi. C'est assez intéressant. Vraiment, vraiment intéressant, Fred. Tu fais un beau tour non seulement de l'actualité politique, mais l'actualité aussi technologique, le lien entre le MAGA et nos grands bonds de la technologie. C'est une articulation qu'on avait vue à l'œuvre, là, mais la façon que tu le décris, on voit mieux le raffinement des liens qui sont en train de se tisser et
se construire. Shirley, oui, vas-y Fred. Post-scriptum, Marc Andreessen qui a rédigé ou qui a pensé, le penseur du dynamisme américain, travaille conjointement avec Musk dans le Doge dans le moment, puis il s'apprête à financer le rachat de TikTok, ce qui est une nouvelle terrible en soi. Pourquoi tu dis que c'est terrible? Imagine TikTok puis X qui fonctionnent ensemble pour s'assurer que la propagande américaine fonctionne comme il faut. Au moins, ça serait regroupé à un seul endroit. Là. Tant qu'à éviter, ça serait plus facile. On évite ce seul endroit. Shirley, non, c'est pas encourageant tout ça. Shirley, sors-nous. Sors-nous de ce marasme. Ouais. Je vous sors de là avec ce qu'on peut considérer comme une vieille actualité en intelligence artificielle, puisque je voulais revenir sur le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle qui a eu lieu à Paris en février. Voilà, il me semble pas qu'on en soit revenu dessus dans ce podcast. Il me semble que tu en avais... J'ai oublié, mais reviens. Parle-nous de cet événement, Shirley. Allez, ok, Shirley Reporter, c'est parti. Écoute, je trouve que c'est bien de revenir dessus un petit peu plus tard parce que ça nous permet peut-être de prendre un petit peu de hauteur sur ce gros événement mondial qui a eu lieu donc à Paris. Et comme ça fait quelques temps, on peut un petit peu recontextualiser rapidement. Donc début février 2025, à Paris, il fait gris. Il y a un petit peu de pluie par-ci par-là, un vent du nord. Franchement, on sky les miches, très concrètement, en ce début de semaine de février. Je sais pas si c'est une expression qu'on utilise au Québec, scailler les miches. À partir de maintenant, oui. Ok, super. Bon, de toute façon, vous l'avez. Ok. Donc, un sommet international organisé à Paris, au Grand Palais. Et franchement, c'est la grande classe. On sait recevoir, nous les Français, voilà. Le Grand Palais, ça en impose. Je suis désolée, mais oui, ça en impose. Et je sais pas si vous y êtes allés. Franchement, jamais. Il y a une certaine atmosphère qui se dégage de là. C'est assez incroyable. Et dans l'idée, en fait, prochain enregistrement devant public, on ira faire ça là-bas. Là. Ok, t'es ambitieux, mais pourquoi pas. C'est parti. C'est ça ou le Stade de France, là ou l'autre. Oh, waouh. On est des rockstars, en fait, de l'intelligence artificielle. Vraiment. Parfait. Pas. Super. Excuse-moi, continue. Non, je t'en prie. Dans l'idée, les Français réunissent le monde entier pour donner le tempo en intelligence artificielle dans les années à venir. Oui, parce que l'objectif, c'est de renforcer, je cite, vous retrouvez les informations sur le site de l'Élysée. Je cite, c'est renforcer l'action internationale en faveur d'une intelligence artificielle au service de l'intérêt général. Mm-hmm. Donc voilà, franchement, tout le monde répond présent, cocorico, grande classe, Macron peut faire le coq, concrètement. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu à cette occasion la vidéo de Macron qui a été diffusée par son service de com à ce moment-là? Non. Justement. Non, elle a tourné sur tous les réseaux sociaux, dont TikTok d'ailleurs, au passage. Chapeau, belle com, franchement, parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, depuis quelque temps, il y avait des vidéos de Macron qui tournaient. Il était un petit peu tourné en dérision parce que on utilisait la technologie du deepfake, on collait le visage de Macron sur d'autres d'autres personnes, des personnes des années 80 dans des discothèques. Bon, voilà, sur des vieilles musiques françaises. Donc c'était assez rigolo à voir. Du divertissement, un peu de moquerie gentille d'un politique, et qui, en fait, ils ont récupéré ça pour faire de l'autodérision et en même temps alerter sur les capacités, les potentialités des deepfakes. Des deepfakes et plus largement de l'intelligence artificielle. Donc franchement, moi j'ai trouvé ça classe. J'ai trouvé ça assez sympa de reprendre ça. Je reviens sur le sommet pour l'action sur l'IA. Donc la ville, elle vivait vraiment au rythme de l'intelligence artificielle. Il y avait des journées scientifiques qui étaient organisées, tout le monde qui se réunit. Il y avait même eu un contre-sommet, des chefs d'État qui sont au Grand Palais. Ça bouillonne, tout se passe bien globalement, beaucoup d'annonces. En France, on se concentre sur les centres de données pour s'émanciper un petit peu des États-Unis. On gonfle un peu la poitrine avec l'Union européenne pour dire qu'on est là face à un vice-président américain. Face à un vice-président américain qui débarque avec son gros 4x4 bien polluant sur le trottoir devant le palais. Alors là, je viens d'inventer totalement, mais en fait, moi, c'est un peu l'idée que je m'en suis fait de son intervention, parce que si jamais vous reprenez son arrivée et les propos qui ont été retranscrits dans la presse, franchement, on est sur un discours un peu lunaire, très agressif,
qui balance à la figure de l'Union européenne en disant que les États-Unis sont les grands patrons de l'intelligence artificielle et qui comptent bien le rester. Ok. Concrètement, là, on a un vice-président américain. On l'aime. Ouais, on l'adore. Enfin bon, il propose de manger du coq au vin là au dîner pour tous nous calmer. Et ce que j'ai trouvé surtout incroyable, c'est aussi, c'est sa manière de signifier à quel point notre voix n'est vraiment pas importante en Union européenne, au sein de l'Union européenne, parce qu'il s'est quand même levé à la fin de son discours sans attendre les interventions des autres dirigeants, y compris l'intervention de la présidente de la Commission européenne. Donc, Wow. un mec classe. Au Grand Palais, voilà. Donc mon petit coup de gueule, s'il nous écoute, pas du tout, love. Il nous écoute pas du tout. Pas du tout. Promis. Bon voilà, du côté des grands dirigeants de ce monde, ça vous donne une certaine idée un petit peu du contexte de ce bras de fer qui s'est profilé, qui est maintenant, je trouve, bien établi pour savoir si l'Union européenne va tenir le coup au niveau régulation de l'intelligence artificielle. Aussi cette menace qui représente un petit peu que représentent les États-Unis pour l'Union européenne dans cette volonté de ne plus être dépendant, notamment avec ces fameux centres de données. Donc tout ça, je trouvais ça assez intéressant de recontextualiser. Donc je vous disais aussi que Paris donc vivait au rythme de l'intelligence artificielle, que ça bouillonnait partout et il y avait des conférences à foison. Tous les acteurs du secteur de la tech se sont réunis à Paris et c'était impossible de tout suivre. Mais moi, je me suis... ouais, t'es allé un peu? Ouais, oui, si, bien sûr. Oui. Alors, pas du côté des dirigeants, hein, ça, c'était impossible d'y rentrer, bien sûr, mais il y avait plein de conférences et je suis naturellement allée du côté des juristes. Un petit moment hors du temps pour moi, voilà, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps des que j'avais juristes pas... qui écoutent des juristes. Oui, voilà, sont heureuses dans ça. Mais oui, j'étais bien dans ce petit cocon exclusivement juridique où on peut faire des blagues de juristes et que tout le monde rigole. Ça faisait trop longtemps pour moi. C'était trop bien. C'est toujours bien niché, là, mais... Ouais, c'était bien. Mais c'était bien à plusieurs niveaux. Bon, déjà, ok, parce qu'on était entre juristes et que c'est toujours cool. Alors, ce serait impossible de tout vous résumer, hein, mais j'ai trouvé globalement que c'était très intéressant parce que on avait grandi sur ces questions liées à l'intelligence artificielle. Parce qu'on a tous globalement en tête cette course avec l'IA qu'il faut développer, il faut utiliser. Et là, je trouvais que c'était un discours un peu, déjà, c'était pas un discours de défiance, c'était un discours réaliste, intéressant, raisonnable, raisonné. Donc vraiment bien. Hors du temps aussi, quelque part, parce que c'est toujours une course. Là, on prenait le temps de bien faire les choses. Donc, vraiment, c'était bien. Oui, c'est vrai, l'intelligence artificielle, prendre le temps, là, parce que en tout cas, quand on essaie de suivre l'actualité, là, on peut vite à être dépassé par tout ça, là, de se donner des lieux, justement, concrets, réels pour discuter, écouter, prendre le temps d'assimiler tout ça. Là, les congrès, c'est un beau moment pour ça. Là. Ouais, c'était vraiment bien. Pour vous en parler brièvement, je vais parler essentiellement d'expérimentation, de livrets, de notes, de rapports qui sont consultables sur Internet. Comme ça, ce sera utile au maximum de personnes, je l'espère. Et alors, étaient présents tout un tas de personnes de professionnels du droit. Il y avait notamment la directrice juridique de Mistral AI, donc c'était très intéressant. Il y avait le Conseil constitutionnel qui était représenté. Il y avait des magistrats. Il y avait une présidente de chambre de la Cour de cassation. Il y avait plusieurs avocats. Donc, bon, des professionnels de santé, ouais, je raccroche avec Benjamin. Pas du tout de santé, du droit. Mais c'était assez intéressant parce que avec des dynamiques différentes. Forcément, la directrice juridique de Mistral AI avait une vision qui différait un petit peu des magistrats. Ce qui était intéressant principalement pour elle, parce qu'elle est revenue sur sur l'idée que l'intelligence artificielle pouvait servir au droit et qu'inversement, le droit pouvait servir à l'intelligence artificielle. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que elle, dans sa pratique au quotidien, elle était très attentive à l'intervention des autorités de concurrence dans le monde entier. Justement par rapport aux concentrations qu'il pouvait y avoir avec l'intelligence artificielle. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant de le mentionner dans sa pratique. Il y avait le Conseil constitutionnel, je disais, qui était présent. Vous pouvez consulter son schéma stratégique pour l'utilisation de l'IA qui est sorti le 28 novembre 2024. On dirait que c'était il y a des années.
alors que c'était il y a que seulement quelques mois. Donc c'est consultable sur Internet. Tu m'enverras les hyperliens, ouais, Charlie, je les mettrai je t'enverrai tous les liens. Aucun problème. Donc cette stratégie, elle présente plusieurs axes avec des expérimentations. Il y aura des rapports tous les ans qui seront rendus publics, bien sûr, par rapport lié à ce schéma stratégique. Je vais mentionner juste un projet, le projet JADE, qui est avec l'université de Grenoble. Ils sont venus analyser l'ensemble des débats tenus en séance au Conseil constitutionnel. Et il y avait plusieurs questions traitées, notamment est-ce qu'une IA aurait rendu la même décision que le juge. Donc intéressant. Ben oui. Il y avait aussi l'influence. Ils ont réussi à analyser l'influence l'influence des membres, des différents membres du Conseil constitutionnel, les uns sur les autres, et savoir qui était capable de changer le vote des autres. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc avec des outils d'IA. Ils ont aussi une expérimentation qui est menée avec le Sénat pour mettre au point une IA générative pour générer des comptes rendus. Il y avait aussi donc un panel avec des avocats. Il y en avait un en particulier, c'était super intéressant, qui parlait de l'utilisation de l'IA dans l'arbitrage commercial. Globalement, c'est un sujet pour eux qui est très très neuf. Ils ont sorti un livret, je t'enverrai le lien également. Il y a très très peu de régulation. Il y a des risques qui sont encore à mesurer. Il nous a présenté dans quelle mesure l'IA pouvait être au service des parties et au service de l'arbitre lui-même. Pour citer un exemple, on peut utiliser de l'intelligence artificielle pour le choix de l'arbitre, dans un double rôle à la fois de recommandation du profil d'arbitre et de détection des conflits d'intérêts. Donc je trouvais ça assez intéressant. Au niveau des enjeux, il y a aussi un outil pour détecter des conflits d'intérêts? Ben ouais, ils voudraient développer. Je sais plus s'ils ont développé ou qu'ils voudraient développer. Je crois que c'est déjà développé. Pour les profils d'arbitres. Et ça peut générer notamment une plus grande diversité dans le choix des arbitres. Donc intéressant en soi. Il y a des enjeux bien sûr sur tout ce qui est confidentialité. Que tu appelles les arbitres, c'est quoi les arbitres? En fait, l'arbitrage, c'est quand tu décides, ça se fait beaucoup au niveau commercial, quand tu décides de te tourner vers une institution qui soit une alternative à la justice étatique. Donc, tu décides de choisir quelqu'un qui est nommé en tant qu'arbitre. Il y a des listes de personnes agréées qui sont des arbitres, et c'est comme un juge. C'est un juge, sauf qu'on l'appelle arbitre parce que c'est pas une justice étatique. Écoute, Shirley, on n'aura pas le temps de faire le tour de tout ça. Peut-être, est-ce que tu m'en gardes quelques autres exemples pour la deuxième partie? J'aurais envie d'avancer un peu dans notre pacing de podcast, si ça ne dérange pas. On reviendra en deuxième partie. De mon côté, moi, ce que je voulais vous parler cette semaine, c'est on va se plonger dans quelque chose de bien différent. Je voulais vous parler d'un de mes jeux préférés qui a fait la manchette cette semaine. Et je parle du jeu Minecraft. Je vous ai sorti de la musique de Minecraft pour vous mettre dedans. Avouez que ça met dans tout qu'un mood, hein? On est bien loin du dynamisme américain, là. Ça me rappelle quand mes garçons jouaient à Minecraft dans le salon. Mais si je vous parle de Minecraft cette semaine, c'est parce que le jeu a été utilisé pour comparer les compétences des modèles d'intelligence artificielle. En fait, c'est un outil qui s'appelle MC Bench, donc comme un benchmark, un banc d'essai, mais pour Minecraft. MC, c'est ça. MC, ça veut dire Minecraft, banc d'essai. Puis, ça prend la forme d'un site web qui a été créé par, il s'appelle Adi Singh. C'est un jeune Américain qui est même pas encore au college, là, qui est toujours au high school. Pour les Français, c'est un lycéen là, de 17 ans. Son site web, ce que ça permet de faire, c'est de comparer les modèles d'intelligence artificielle pour faire des constructions dans l'univers de Minecraft. Donc, on leur dit, on prend les modèles d'intelligence artificielle puis on leur dit,
fais-nous une belle construction de Minecraft, puis on les compare, voir comment ils vont réagir. Si je leur dis, ben fais-moi fais-moi une construction de Poudlard dans Harry Potter, dans l'univers de Minecraft. Donc, tous les modèles d'intelligence, tous les modèles, il y en a 8, là. Mais les principaux modèles d'intelligence artificielle sont là, puis ils se mettent à construire dans Minecraft. Puis là, ben, il y a une dimension jugement. Ce sont des humains comme vous et moi qui allons faire l'évaluation du plus beau Poudlard. Donc, on dit, fais-nous un Poudlard, puis après ça, il y a des humains qui passent après pour voir quel modèle fait le meilleur modèle, la meilleure modélisation de Poudlard dans Minecraft. Puis, ce qu'on espère, c'est faire des liens je dirais de corrélation entre la créativité, le sens esthétique, puis l'intelligence du modèle en question. C'est quelque chose comme ça qui doivent être tentés ici. Donc, je parlais qu'il y avait les grands modèles qui étaient là, Anthropic et là-dedans, Google, Alibaba, OpenAI ont accepté de soumettre leur modèle au test du Minecraft Bench. Et les résultats, en fait, c'est la version la plus récente de Claude. Je sais que Fred, tu aimes bien Claude Sonnet. C'est la version la plus récente, Claude Sonnet 3.6, qui est en avance. 7. Il est rendu à 7. Au moment des tests, il était à 3.6. Toujours en avance, Fred. Donc, c'est Claude Sonnet 3.6 qui avait les devants pour ses compétences esthétiques et créatives. Il y avait le modèle d'OpenAI O1 Preview qui était un peu plus lent, mais qui avait aussi de bons résultats. Donc, je vous invite à aller visiter le site. Ça s'appelle MC Bench pour juger des compétences créatives des modèles. Puis, c'est ça. Allez sur le site, puis encore une fois, allez travailler pro bono, bénévolement, là, pour juger de la beauté des constructions dans Minecraft. Parce que pourquoi pas, encore une fois, nous utiliser les compétences humaines gratuitement pour développer des modèles d'IA qui nous seront vendus ensuite au fort prix. Puis là, je vais remettre de la musique de l'IA pour me remettre dans mon mood, là, sinon, voilà. Mais ça fait vraiment du sens, je trouve, d'utiliser Minecraft comme benchmark, parce que jusqu'à maintenant, la génération de contenu, bon, si on exclut par exemple les phrases en langage parlé, la génération de contenu, c'est beaucoup en termes d'images. Sauf que là, on fait un pas en avant, puis on va faire de la génération qui est 3D. Puis avec les images, il y a le concept de pixels, une quantité finie en 2 dimensions de pixels pour une image. Puis avec Minecraft, on retrouve exactement ce même concept-là, mais en 3D. Donc, puis il y a une dimension dynamique aussi. Tu les vois construire, tu les vois tranquillement, progressivement essayer de faire quelque chose de beau. Puis des fois, c'est complètement raté, c'est pas beau, alors que dans d'autres, on voit des structures, c'est souvent des demandes assez simples, mais des fois, on voit qu'il y a une intelligence artificielle qui se met à essayer de créer, en tout cas, à faire des formes plus originales, qui se mettent à tourner, qui se mettent alors que les autres font des gros blocs bien droits, bien laids. Ils sont en avance sur leur temps. C'est pas encore à la mode, le type d'art qu'ils font. C'est pour ça. C'est peut-être juste ça. Un jour, ils seront compris. OK, on va passer au module. Ça, c'est dans mon cours. On va passer au bloc 2. Actualité, banc d'essai. On va faire un tour peut-être un peu plus rapide, les amis, mais on va faire quand même un deuxième tour. Qu'est-ce qui a attiré votre attention? Banc d'essai, dans quel tal vous êtes allé vous promener? On va commencer par Benjamin. Pour ma part, c'est encore une intervention qui est basée sur une observation ou quelque chose que j'ai vécu. C'est quelqu'un qui m'a demandé dernièrement, selon toi, Benjamin, c'est quoi un des plus grands dangers à moyen long terme liés à l'intelligence artificielle? Puis là, je suis pas en train de prétendre être un Yoshua Bengio ou un Yann LeCun pour répondre à cette question-là, mais justement, je trouve que c'est intéressant parce que l'IA, ça concerne pas uniquement ceux qui sont en train de la développer, ça concerne tout le monde. Ben oui. Tout le monde,
manipule de l'IA au quotidien. Donc, ça vaut la peine, je trouve, pour n'importe qui de se poser ces questions-là. Puis bref, ma réponse à cette question-là, ce serait quelque chose du genre, j'ai peur qu'on en vienne petit à petit à perdre de plus en plus de degrés de notre autonomie. Autonomie. C'est ça. Donc, si on fait un petit topo rapidement des grandes innovations qui ont eu lieu au fil du temps et qui nous ont amené petit à petit à perdre certaines de nos facultés, ben intuitivement, on pourrait penser au GPS. OK, avant ça, on avait une grande capacité à la débrouillardise, on pouvait beaucoup plus facilement se situer dans l'espace, trouver des repères, mais... C'était plus long se rendre à quelque part, par contre. Ah, j'en doute pas. Mais c'est vrai qu'on a perdu notre capacité à se géolocaliser soi-même, là. Trouver Moi, j'ai jamais vraiment eu cette capacité-là, fait que c'est correct. Ouais, j'allais dire que j'ai pas de perte, là. Pareil. Je suis sûr qu'on pourrait Je suis un pur produit de ça, moi. On pourrait trouver beaucoup de baby boomers qui nous diraient, moi, dans mon temps, c'était j'avais facile. pas ça, des GPS. J'avais juste une grosse carte, puis j'arrêtais à tous les garages, à tous les 3 kilomètres pour savoir coudonc je suis rendu où. Mais bref, tu sais, c'est un genre de faculté qui, on s'entend, c'est peut-être pas primordial, puis c'est peut-être pas fondamental. Mais c'est pas le seul genre de choses qu'on a pu perdre au fil du temps. C'est bon, par exemple, on entend beaucoup parler de l'incapacité des jeunes grandissantes à faire des textes continus en ayant pas beaucoup de fautes ou en ayant une syntaxe qui est intéressante. Pourquoi? Ouais, une structure. Parce qu'on est davantage habitué à la génération de texte ou à des outils qui vont faire une partie du travail pour nous. On pourrait penser sinon au calcul mental. C'était facile avant c'était facile, on n'avait pas le choix plutôt d'avoir une bonne débrouillardise en calcul mental parce qu'on n'avait pas tous ces outils-là qui faisaient le travail pour nous. Puis ça a des conséquences, je veux dire... Dans notre vie de tous les jours, je vois certaines personnes qui ont des grandes incompréhensions en ce qui a trait, par exemple, aux rabais qui sont appliqués sur certains items qu'ils veulent acheter, qui comprennent pas trop la notion de pourcentage, de rapidement rapport, dans leur tête, sont toujours en train de sortir leur calculatrice pour faire 30% de X, ça donne combien, là? C'est ça, puis on pourrait parler sinon de la mémoire, on pourrait parler peut-être plus fondamental encore de la créativité, ça c'est beaucoup d'actualité. Mais bref, je me suis demandé dans le futur, quels seraient les concepts fondamentaux ou les capacités qui nous définissent en tant qu'être humain relativement aux autres animaux, là, Puis je me suis dit peut-être que on va finir au fil du temps à perdre une partie de notre capacité au raisonnement critique. J'ai réalisé que dans beaucoup de situations, c'est facile, quand on est face à un dilemme éthique ou quand on se pose des questions d'ordre éthique, par exemple, c'est facile de rechercher en ligne des arguments. OK, c'est facile d'aller chercher une ligne d'argumentation ou un raisonnement qui est déjà préfait, préétabli, prémâché, puis on n'a pas à faire le cheminement intellectuel pour se rendre à nos positions. On fait simplement les avaler. Bon, je comprends, c'est pas quelque chose qui date d'hier, mais je pense que l'omniprésence des réseaux sociaux, puis la facilité d'accès à ce genre de position-là rend la chose d'autant plus difficile pour nous. Oui, vraiment. Moi, je donne un cours d'éthique, là, puis souvent, quand je pose des questions, souvent, je vois, il y a un beau texte qui arrive, bien structuré, avec quelques arguments bien identifiés, des fois des passages en caractère gras. Tu fais, bon, OK, ils sont allés puiser, en tout cas, dans mon cours, je leur demande au moins de le mentionner, puis souvent, ils vont le mentionner, mais c'est vrai qu'il y a une perte de, ces arguments-là, là, tu les as trouvés, mais est-ce que tu aurais été capable de les générer par toi-même? C'est vrai qu'il y a une perte d'autonomie là. Un peu moins fondamental, je vois un lien avec la première rubrique que j'ai faite, puis qui serait l'incapacité à écouter nos signaux corporels. Je vois plusieurs personnes dans mon entourage qui ont vraiment un vif intérêt de toujours optimiser certaines métriques par rapport à leur corps, puis c'est un peu particulier de voir certaines personnes agir un peu comme des robots, comme avoir un protocole extrêmement clair, découpé au couteau, suivre vraiment des métriques, tout le temps mesurer tout ce qu'ils font. Puis au final, je trouve ça un peu particulier parce que... Au lieu que ce soit la machine qui
qui essaie de comprendre l'humain, c'est l'humain qui essaie de se tirer transformer un sens, tranquillement, ouais. d'avoir un comportement qui pourrait être mieux compris par la machine. Ben, c'est que, je veux dire, notre corps, il est fait pour nous envoyer des signaux de quand on a faim, quand on est fatigué, quand on est en manque de sucre, quand on est en manque de sel, etc. Donc, si on est tout le temps en train de rechercher ces mesures-là à l'extérieur de notre corps, ben, on perd nécessairement cette faculté-là d'écouter les signaux que notre corps nous envoie. Puis, finalement, peut-être une dernière conséquence que je verrais à long terme, ce serait la perte de notre capacité de tolérer l'incertitude. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, à chaque fois qu'on a un questionnement, à chaque fois qu'on est face à un problème, c'est ça une question, on peut extrêmement facilement accéder à une réponse. La réponse, par exemple, que ChatGPT va nous fournir sera peut-être pas exacte, mais, comme le disait Nietzsche il y a plus de 150 ans, on préfère vraiment avoir une réponse qui est pas authentique, pas véridique, qu'aucune réponse du tout, puis rester dans l'incertitude. On a vraiment ce biais cognitif-là de se tourner vers une réponse à nos questions, puis des fois, c'est beaucoup plus facile de couper court le raisonnement, puis de simplement ingurgiter la réponse qu'on nous fournit. Ouais. Donc bref, je pense que de tolérer l'incertitude face à certaines questions, ça pourrait se perdre. Oui, perte, il y a des gros thèmes dans ce que tu abordes. Donc, perte d'autonomie, perte de liberté, puis à la fin, c'est perte de l'exercice du jugement. C'est ça qui nous permet de trancher dans les zones d'incertitude. Là. Le jugement, il est pas utile dans un monde où tout est certain. Là. C'est quand ça devient incertain, puis là, on essaie de trancher, que le jugement devient un élément important. Puis ça se fera pas à travers une action concrète, importante, décisive. Ça va être à travers des petites actions au quotidien. Donc, Oui, se pratiquer. C'est ça, je trouve, de garder ça en tête, puis de peut-être avoir cette petite pensée-là quand on a nos interactions avec l'intelligence artificielle ou quand on mise sur l'intelligence artificielle pour nous. Oui, pas que ça devienne une béquille. Il faut que ça soit un outil. Là. Sinon, effectivement, il y a une perte à force d'utiliser tout ça. L'humain se transforme puis peut en perdre un peu de son humanité. Il y a un auteur qui s'appelle Carl Weick qui a écrit beaucoup des travaux sur les processus qui permettent de créer du sens dans des moments de complexité ou d'ambiguïté, en fait. Il appelait ça faire du sense-making. Puis dans le processus de sense-making, qui est un processus de création de sens quand un contexte particulier se désorganise, devient ambigu puis incertain, finalement. Puis dans ce processus-là, il y a ce moment-là où on se met à chercher, on préfère le plausible plutôt que le vrai. On a tendance à accrocher ou notre attention va être attirée vers ce qui est plausible avant que ce soit vrai parce que la démarche critique qui permet de valider une information est trop longue ou trop complexe ou en tout cas est réputée comme étant inefficace par rapport à le fait de créer, de fonder sur quelque chose qui est plausible, qui est beaucoup plus agile, beaucoup plus flexible, qui permet de retrouver des repères rapidement. T'sais. Fait que c'est une idée qui est intéressante pour ça. Puis c'est... Oui. Ouais. Ouais, vas-y, et je trouve que, en tout cas, les IA génératives, elles sont vraiment programmées dans ce sens-là, vraiment pour combler le vide absolu quand on lui pose une question, jamais vous verrez une IA générative dire, je sais pas, franchement, j'en sais rien, je trouve pas l'info ou je suis pas certain. Plusieurs fois. Mais oui, moi je l'ai chopé plusieurs fois à m'inventer des décisions judiciaires au cas au caisse. Avec des convictions puis une certitude désarmante. Là, voyons donc tu peux pas me dire ça, c'était trop gros, tu peux pas le dire comme ça. Là. Avec des citations qui n'existent pas aussi. Oui, mais alors avec un aplomb, enfin je parle comme si c'était une personne, mais c'est si c'était un bullshitter dans un souper, là, tu le pointes du doigt, tu te dis bullshit. C'est ça, mais en maquillant un peu la réponse pour que ça paraisse vrai, pour que ce soit plausible. Ouais, c'est ça, on est comme ça, on aime les réponses plausibles, simples, convaincantes, même si elles sont fausses. Donc, on aime se ranger. C'est un peu plus efficace, je pense que l'humain c'est ça aussi, là, dans une discussion, on présume ce que les autres disent, c'est vrai, fait ça va plus vite comme ça que de dire est-ce vraiment vrai ce que tu penses, c'est ce que tu me dis en ce moment? Ça peut être des longues discussions. Les philosophes aiment ça, mais mes garçons au souper aiment moins ça. Ce qui est fascinant aussi, là, c'est que cette façon-là de faire les choses, c'est pas un problème
de la plateforme ou du modèle, c'est by design, c'est un feature, là. Il faut qu'ils nous gardent engagés, il faut pas qu'on mette trop de temps à vouloir traquer les problèmes dans une argumentation, un raisonnement qui a été généré, parce que si on le fait, on va se détourner de la machine. Ce serait beaucoup moins satisfaisant. Ce serait beaucoup moins satisfaisant. Puis c'est pareil avec le doom scrolling, puis avec ce genre de choses-là. L'idée, c'est pas de nous rendre plus critiques, c'est de faire en sorte justement qu'on puisse s'abandonner au flux d'informations qui nous est transmis, le but étant de rester le plus longtemps possible sur une plateforme ou à travailler dans la même interface. Tu sais. Vraiment. Fred, tiens, est-ce que tu avais quelque chose au deuxième tour à nous proposer maintenant que tu as le micro? J'ai tellement de choses, en fait. Là. Si j'étais un sac, vous pourriez mettre la main dedans puis sortir un thème. J'aurais tout le temps une opinion parce que je travaille avec Claude Sonnet 3.7. Puis là, j'espère qu'Anthropic va m'envoyer un chèque. C'est ça qui nous écoute. En fait, j'ai fait une expérience personnelle il y a quelques mois, un peu parce que j'étais choqué contre les comportements des grandes big tech de ce monde. On s'entend, tu sais, pour ceux qui me connaissent le savent, je suis un technophile fini, j'adore la science-fiction, je suis un geek de premier ordre, mais je suis vraiment très critique de l'industrie numérique en général. Puis récemment, je me suis déconnecté d'Amazon, je me suis déconnecté de Netflix aussi, je me suis déconnecté de quelques plateformes comme ça, OpenAI, j'ai gardé Claude parce que bon, j'aime ça gosser puis faire des expériences avec ça. Puis ce que ça fait en gros, c'est que je traîne moins longtemps sur les réseaux sociaux, je me suis remis à lire un petit peu plus, puis j'ai aussi finalement succombé à Blue Sky. Puis avec Blue Sky, c'est un protocole. C'est un protocole d'échange d'informations qui fait en sorte que si ce protocole-là était adopté par beaucoup de joueurs, finalement, ce serait en même temps interopérable puis en même temps portable. Fait que ce serait donc facile de prendre mes données puis d'amener, par exemple, ceux qui me suivent sur Blue Sky puis de les amener dans un nouveau réseau social, par exemple. Je commence à l'utiliser, là, mais grâce à toi, tu l'as rendu plus pertinent. Tu m'as montré un peu comment l'utiliser, mais effectivement... Le truc, c'est de choisir les algorithmes de recommandation qui nous conviennent. Là, une fois qu'on a ça, en tout cas, bref, ça sort un peu de notre bulle d'écho, mais je me suis intéressé à je dirais, à ce rapport-là entre les plateformes puis les protocoles. Puis tu sais, avant Internet, là, pas avant Internet, mais avant, à l'origine d'Internet, il y avait le protocole d'échange d'informations qui était là, le TCP/IP. Puis ça faisait en sorte qu'on pouvait accéder à plein de sites différents, puis tranquillement, mais c'était difficile à monétiser. Mais à un moment donné, il s'est mis à avoir des plateformes. Puis là, quand on entre une plateforme, on pense à Facebook, par exemple, là, on entre dans un secteur du réseau qui est balisé, qui est encadré, dans lequel on peut faire plein de choses puis qui offre plein de services, mais c'est une plateforme qui est flexible, qui est utile, mais qui nous emprisonne en même temps, parce je peux pas prendre mes données de Facebook, mes contacts, mes réseaux de Facebook, puis les amener sur une autre plateforme comme ça facilement. Puis si vous téléchargez... c'est ce qui fait qu'on hésite à abandonner. J'abandonnerai pas ma vie, tout ce que j'y ai investi, y compris mes contacts. Là. Sur Facebook, j'ai été sur Facebook de 2007 jusqu'à l'an passé. Tu sais, je veux dire, c'est difficile de laisser ça de côté, puis c'est très compréhensible. La question qu'il faut se poser, en fait, c'est pas qu'est-ce que je perds en abandonnant Facebook, c'est qu'est-ce que je perds en restant sur Facebook. C'est ça la bonne façon de le voir. Ouais. Puis, c'est une plateforme X, c'est une plateforme, après ça, Amazon, c'est une plateforme. Fait que quand on pense en termes de plateforme, on pense donc à des gros joueurs qui sont capables d'aller chercher plus d'investissements pour être capables de capitaliser sur la plateforme, de l'améliorer, d'améliorer le service, qui peuvent capitaliser aussi sur les données qu'ils utilisent de nous autres, mais en même temps, on est prisonnier de la plateforme, on est un public captif de cette plateforme-là. À l'inverse, les protocoles, si on les encadre et on les développe complètement, permettent d'avoir des mouvements entre les plateformes, donc à rendre les plateformes interopérables pour les utilisateurs et les utilisatrices, puis à faire en sorte que nos données soient portables, ce qui nous donne à nous, utilisateurs et utilisatrices, plus de contrôle sur la façon dont nos informations sont utilisées, par exemple. Mastodon fonctionne de cette façon-là, Blue Sky prétend fonctionner de cette façon-là, ce qui fait que je me suis dit récemment dans mes réflexions, qui tourne autour justement de la santé puis de comment est-ce qu'on peut utiliser ces technologies-là pour améliorer la santé globale, si on veut. Je me suis dit, peut-être justement qu'au lieu de se mettre à investir dans des plateformes qui offrent des services de santé, peut-être qu'on devrait développer des protocoles qui permettent d'échanger des données, mais qui feraient en sorte qu'on garde le contrôle sur les données qui sont échangées, sur la façon dont ils sont dépersonnalisés, sur etc., tous ces éléments-là. Évidemment, c'est très complexe, puis je suis pas un expert là-dedans, mais ça me donne une espèce de
ça me donne une espèce d'espoir sur peut-être comment est-ce qu'on pourrait développer des technologies numériques, y compris de l'intelligence artificielle, qui ne sont pas soumis aux dictats du marché, mais qui sont plutôt je dirais, couvé dans l'espace public, puis où est-ce que l'innovation pourrait vraiment profiter à plusieurs personnes. Un peu comme si on pouvait, d'une certaine façon, rendre la révolution numérique, la détourner vers le bien commun plutôt que vers quelque chose qui dépend d'un investissement en capital, puis sur l'influence de certaines privées, parce que sur certaines compagnies privées. C'est ça qu'on ressent en ce moment-là, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, ça nous plaît. C'est évidemment une technologie qui est super enivrante, mais en même temps, on a l'impression qu'elle est sous la chasse gardée, la mainmise de quelques gros joueurs qui contrôlent un outil. On voudrait l'utiliser, on voudrait que ce soit accessible, que ça soit là, que ça soit... C'est pas une impression, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça l'état des lieux dans le moment avec tout ce qui est le développement commercial de l'intelligence artificielle, c'est ça dans le moment. Il y a pas d'autre façon de voir ça. Puis, tu sais, des gros joueurs, si Meta se rapproche du gouvernement américain puis de la mafia trumpiste, là, qu'est-ce qui se passe avec vos données? Êtes-vous encore aussi confiant qu'avant que Meta va prendre des bonnes décisions pour vos données? Pas du tout. Connaissez-vous une compagnie qui s'appelle Clearview AI? C'est une compagnie qui fait de la reconnaissance faciale. Au Canada, elle a été vertement critiquée. Il y a eu des rapports qui ont été mis là-dessus, puis la GRC l'utilise encore. Oui, on en a parlé. Oui, c'est ça. Clearview AI, dans le moment, c'est utilisé notamment par le Parti républicain pour filtrer les gens qui se présentent dans leurs événements. Ça veut dire qu'ils regardent, en gros, ils prennent votre photo, puis ils croient ça avec vos réseaux, puis là, ça donne que vous êtes un maudit woke, fait qu'ils ne pouvez plus rentrer dans l'événement, puis ils vous tassent. Mais imaginez ça appliqué aux frontières. Imaginez ça appliqué à l'immigration, au visa étudiant, par exemple. Quand Marco Rubio dit quelque chose comme « on va utiliser des solutions d'intelligence artificielle pour traquer les étudiants immigrants qui ont des visas puis en même temps qui ont supporté les activités du Hamas parce qu'ils ont été dans une manifestation pro-palestinienne », c'est précisément de ça qu'il parle. Fait que l'enjeu des plateformes, c'est que ça permet justement, ça donne beaucoup de pouvoir à ceux qui possèdent les plateformes, ça en retire à ceux qui utilisent les plateformes. Puis ce que ça provoque pour nous, c'est comme Benjamin le disait tantôt, c'est une diminution de notre autonomie par rapport à la vie numérique, pour la raison que c'est notre capacité à agir de manière anonyme qui fond comme neige au soleil. Plus on a une vie numérique, moins on contrôle nos données, plus notre anonymat est comme remis en question, fragilisé. Puis si notre anonymat est remis en question puis fragilisé, forcément, ça se traduit par plus de pouvoir du côté des géants de ce monde et des gouvernements qui ont des visions ou des visées, je dirais, géopolitiques extrêmes. Oui, la déplatformisation de l'Internet, de l'intelligence artificielle, ce serait une bonne idée, Fred, à voir comment concrètement là, ça prendrait forme, mais j'aime l'idée. Je vais me permettre d'aller encore plus loin puis de jeter un pavé dans la mare, quitte à faire frémir les gens qui nous écoutent au Québec et en Europe. Si l'intelligence artificielle est vraiment une révolution puis que ça pouvait amener à une refonte de la société, alors peut-être qu'elle devrait être publique et transparente et peut-être nationalisée, sait-on jamais. J'ouvre le débat, tirez-moi des briques, moi je suis juste le messager. Mais c'est intéressant, parce que dans l'épisode bilan que j'ai fait sur les enjeux intrinsèques, c'en est un enjeu intrinsèque. C'est-à-dire qu'avant même que l'outil soit utilisé, on se questionne toujours sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Avant même d'aller dans cette direction-là, mais l'intelligence artificielle, elle est déjà chargée d'enjeux éthiques. Puis le fait que ça soit plateformisé, géré par les grands GAFAM de ce monde, donc le contrôle, la mainmise sur l'intelligence artificielle, c'est un enjeu qui est déjà là. On n'a pas encore utilisé ChatGPT, que déjà c'est chargé de tout ça. Puis là, je fais des... Faut qu'on parle de souveraineté numérique. Là. En fait, il faudrait un épisode là, qui porte précisément là-dessus. Ah oui, hein? Ouais, le gouvernement du Québec, dans le moment, c'est lamentable, là, ces affaires-là. Mais on parle pas de souveraineté, on parle d'autonomie en ce moment, puis ça revient au terme de Benjamin. Charlie, qu'est-ce que tu as à l'ajouter? Non, mais je suis carrément pour. C'est bon, on a un épisode là tout trouvé, un sujet tout trouvé. Vraiment, j'ai au sommet là pour l'IA, j'ai entendu ça beaucoup de parler de confiance et de souveraineté numérique, etc. Donc je pense qu'il y a des candidats aussi en France pour ce sujet sans problème, Fred. Autonomie et souveraineté, parce que souveraineté ici,
déjà, ça oriente un petit peu le débat politique. Là. C'est pour ça que les fonctionnaires préfèrent parler d'autonomie que de souveraineté. Donc, c'est des termes, là, faut être délicat. Si on veut rassembler tout le monde. Shirley, je t'ai coupé un peu dans ta lancée tout à l'heure. Est-ce que tu voulais poursuivre dans cette direction-là? Ouais, c'est pas grave, je t'en veux pas non, pour tout à l'heure. J'espère, merci. Ok, si je m'en vais en poursuivant sur le sommet pour l'IA, je vais raccrocher les wagons avec ce que vient de dire Fred, et là on est parti pour 1 heure, donc peut-être on peut se le garder pour plus tard. Ok, c'est bon. Non, parce que j'ai eu des interventions notamment de juges qui parlaient d'intelligence artificielle judiciaire souveraine, développée en grande partie sous le contrôle des institutions judiciaires elles-mêmes, que c'était un enjeu démocratique, pas seulement du temps gagné, ce genre de choses, de l'efficacité. Donc, je pense que il y a des trucs à creuser là-dedans. Je sais pas, Fred, si tu me rejoins là-dedans, mais bon, absolument. Voilà. Bon, super, très bien. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a un sujet en soi qui peut émerger. Et sinon, au-delà de ça, en 5 minutes, même pas, je me suis un petit peu amusée avec Meta AI, si jamais vous utilisez des services de Meta. En France, on utilise beaucoup WhatsApp. Alors je sais que c'est pas trop votre cas au Canada, au Québec. Non, il y en a qui l'utilisent, oui. Ok, d'accord. Et en Europe, on a vu apparaître soudainement avec les mises à jour, du coup, l'outil, l'agent conversationnel de Meta AI qu'on n'avait pas jusque-là, parce que Meta AI, il boudait l'Europe en disant que de toute façon, il butait sur les réglementations européennes. Et puis d'un coup d'un seul, RGPD là, c'est trop compliqué, on va pas par là. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, mais bon, finalement, le marché européen était suffisamment intéressant pour se lancer. Hein. D'un coup, la réglementation européenne n'était plus du tout un problème. Et du coup, je me suis un petit peu amusée avec cet agent conversationnel un soir, parce que je me suis dit, tiens, j'ai pas du tout envie de t'utiliser, tu m'es imposé, mais bon. Tu l'as utilisé quand même. Je l'ai utilisé, mais pour lui poser une question en rapport avec sa conformité avec les réglementations européennes. Du coup, je lui ai dit, alors, comment t'as fait? Puis Bah oui. Alors là, il m'a servi du bullshit à gogo, hein, tout va bien. Il y a aucun problème. Alors, il respecte, il adore le consentement, il adore tout ce qui est explicabilité, toute la transparence, tout ça. Il me sort du bullshit. Par contre, il me sort du bullshit, mais sans me renvoyer vers des liens qui expliquent un peu plus en détail. Donc, c'est vraiment du bullshit sans même pas légal, même pas qui s'apparente à du légal. Donc vraiment, bon, ok, très bien. J'ai un petit peu poussé, je dis mais sois précis s'il te plaît. Quand tu me parles de consentement, moi je me souviens pas qu'on m'ait demandé mon consentement. Tu parles de consentement explicite et clair, etc. Moi, on m'a même pas demandé. Il dit oui, c'est vrai, tu as raison. Il s'en cache même pas. Oui, c'est vrai, on n'a pas demandé ton consentement. Oui, ça, c'est amusant. C'est quand il change d'avis tout à coup. Non, mais c'est une erreur, ce que tu viens de me dire. Mais évidemment que c'est une erreur. Désolé. Non, mais attends, personne fait ça dans la vraie vie. Là. C'est comme, non, j'ai raison, même si j'ai tort, je vais me défendre. Lui, c'est, ben oui, c'est vrai, j'ai tort. Ouais. Ah, non, mais je le cite. Vous avez raison. Je n'ai pas obtenu votre consentement explicite pour traiter vos données personnelles. Yes. C'est très rassurant. Je trouve ça magnifique. Oui, vraiment. Non, mais franchement, j'ai envie de l'encadrer tellement c'est magnifique. Il poursuit avec la transparence et l'explicabilité pour l'IA parce que bien sûr, il me fait beaucoup de références au RGPD. Il a totalement ignoré le règlement européen pour l'intelligence artificielle. Totalement. Genre vraiment inconnu au bataillon. Je lui dis, et alors, le RIA, qu'est-ce qu'on en pense? Très vague. Très, très vague. Et je dis, par contre, tu parles comme si c'était toi le boss, tu parles de tes équipes, que tu as mis en place des procédures. On est comment sur tout ce qui est anthropomorphisme? Il dit, vous avez raison, je parle souvent à la première personne, ce qui peut donner l'impression que je suis un être humain. Cependant, je suis conçu pour être un outil de communication efficace. Et l'utilisation de la première personne est une façon de rendre mes réponses plus accessibles, plus engageantes. Je reconnais cependant que cela peut être trompeur. Je vais essayer d'être plus clair sur ma nature de modèle de langage artificiel. Voilà. Bon, il est toujours aimable, quand même. C'est ça. Donc, on s'amuse avec ces... Puis, entre-temps, il y a un serveur quelque part qui tourne à 100 000 à l'heure, puis on pollue avec ces conversations. C'est ça. Donc, je me suis arrêtée là. Ça a été mon unique conversation. C'est à propos de sa conformité avec les réglementations européennes. Et
Ben, mauvais élève, hein. Un nouveau citoyen français, Meta AI, il vous dit parfois, il baliverne, il vous dit à peu près tout et n'importe quoi. Mais voilà, vous le saurez, il est rendu de l'autre côté de la flaque chez vous. Écoutez, ça va être tout pour notre 107e épisode d'IA Café. J'espère que vous avez bien aimé notre rencontre. Merci à mes fidèles collaborateurs, collaboratrices. Frédéric Plamondon, merci. De rien du tout. Shirley Plumeran, merci. Merci à toi. Merci à tout le monde. Et merci à Benjamin Leblanc pour sa deuxième participation à IA Café. Merci Jean-François. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, merci encore d'être si nombreux à suivre notre enquête sur la recherche en intelligence artificielle. La semaine prochaine, nous serons devant public à Rendez-vous numérique de Québec. C'est le 10 avril, en espérant peut-être vous y croiser. D'ici là, partagez notre podcast, parlez-en, mettez des likes, commentez, faites votre boulot. Et on se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.